Culture chic, influence pop, courant choc, bienvenue dans Version Française, le magazine qui annonce la couleur en 100% bleu, blanc, rouge. Aux abords de la scène, la conciergerie se dresse fièrement. Derrière son allure gothique se cachent de nombreux secrets d'histoire. C'est le duo créatif d'Atelier 27 qui jongle entre design intérieur et collection d'art. Aujourd'hui, rencontre avec Joséphine Fossé. Pour relever l'air de Paris, voici un repérage consacré aux adresses les plus épicées de la capitale. Patine et texture, l'atelier Steven Richard travaille de manière artistique le métal. Zoom sur le savoir-faire de ferronnerie. Déniché aux quatre coins de France, voici les immanquables de la semaine, ses points de vue. Si le progrès se voit dans les petits efforts, voici un geste écolo qui va vous donner des idées. Au revoir aluminium polluant, bonjour emballage respectueux de l'environnement. Cos Nature a créé de quoi empaqueter les restes de la semaine grâce à de jolis tissus imprimés recouverts de cire d'abeille. Une belle idée à partager. En Asie, l'ombrelle a toujours été un symbole de souveraineté. Mais c'est Catherine de Médicis qui l'introduira en France comme véritable accessoire de mode. Afin de conserver un teint laiteux, toute la cour se l'arrache. C'est en 1712 que Anne de Bavière, fashionista du XVIIIe, lancera la mode dite des Parisiennes en ne se séparant jamais de son ombrelle. Une roue, une cuillère, un aspirateur ou encore une boîte de conserve. Au XXe siècle, tous ces objets ont fait leur apparition dans le monde de l'art, se mêlant à des créations et devenant elles aussi des œuvres à part entière, à l'instar de Jeff Koons ou Marcel Duchamp. Défiler au fil des pages de l'histoire de ces objets au destin artistique. Qui n'a jamais entendu parler des tote bags? Ces sacs en tissu mi-cabas de course, mi-objets publicitaires font transpirer les Chanel et autres Longchamp. Accrochés au bras de tous, ils se parent chez Cool & the Bag de messages sympas, de sérigraphie originale ou encore de photos rétro. Le style est dans le sac. Devenu tribunal puis prison de Marie-Antoinette, cet ancien palais médiéval en a vu défiler du beau monde. C'est la conciergerie, bien sûr. Saviez-vous qu'à Paris, en un seul lieu, se mêle une histoire monarchique faste et une ambiance froide et carcérale? C'est la conciergerie, résidence médiévale des rois de France, puis véritable cœur de la justice révolutionnaire à la fin du XVIIIe. Notre guide du jour s'appelle Martha et c'est son métier de nous faire découvrir les lieux. Ici, presque tout est ouvert au public, alors elle nous a concocté une petite visite ponctuée d'anecdotes confidentielles. Tout commence dans une très grande pièce à l'architecture typique du Moyen-Âge, avec ses voûtes et ses croisées d'ogives. Il s'agit de la salle de gendarmes, le réfectoire, qui va accueillir environ 2000 personnes, entre fonctionnaires de l'administration du royaume et chevaliers. Toute une assemblée à gérer et à contenter, et ça, c'était la mission du concierge qui a donc donné son nom à tout le monument. Et qui dit réfectoire, dit cuisine à quelques pas de là. Sa disposition telle que vous la découvrez date du XIVe siècle sous le règne de Jean le Bon. La déco contemporaine est assez spartiate, mais grâce à l'histopad, une tablette interactive, on découvre ses petits secrets. Depuis peu, on connaît également le menu d'un repas royal organisé par Charles V pour son oncle en 1378. C'est quelque chose qu'on partage très peu, évidemment, dans notre approche quotidienne entre le visiteur et le monument, car c'est tellement précieux et secret qu'il mérite une attention tout à fait particulière. Un menu inédit, trouvaille d'un récent chercheur. 3 services pour une trentaine de plats bien épicés, et ça ne laisse pas notre guide indifférente. On a l'impression de partager véritablement l'histoire, le passé. Et tout d'un coup, ce passé n'est pas seulement fait de dates ou de noms de grands personnages, mais c'est tout un ensemble de senteurs, de parfums. On s'attarderait bien en ces jours festifs, mais un second volet de l'histoire bien plus sombre nous attend. Impossible de visiter la conciergerie sans passer par la case prison. Entre 1793 et 95, 4500 personnes séjournèrent entre ces murs pour être présentées au tribunal révolutionnaire. Cette pièce, la salle des noms, les recense avec un code couleur plutôt explicite. D'une manière très paradoxale, côte à côte, on va trouver un Marat, en noir, parce qu'il est libéré, et Marie-Antoinette, en rouge. Elle sera exécutée. Et pour garder tous ces prisonniers et faire régner l'ordre, on retrouve le concierge.
Et là, on est en train de faire quelque chose de tout à fait extraordinaire qu'on ne fera jamais plus et qu'on ne fait jamais dans notre quotidien à la conciergerie. On est en train de rentrer dans le lieu de travail du concierge, M. Richard. On découvre les objets qui ont été touchés par M. Richard. Pour moi-même, c'est une toute première fois. Le concierge Richard, pour la petite histoire, se serait laissé attendrir par la prisonnière de marque Marie-Antoinette au point d'être accusé de comploter pour la libérer. De cette reine déchue, de nombreux souvenirs subsistent à la conciergerie, comme ce soulier qu'elle aurait perdu au pied de l'échafaud, mais aussi l'emplacement historique de sa cellule. C'était la pharmacie de la prison qui était juste à côté de l'infirmerie. Et je vous dis ça parce que le hasard de l'histoire veut que Robespierre va pratiquement expirer justement dans l'infirmerie de la prison. Donc les deux maîtres de l'histoire, ils vont se retrouver coude à coude. Le look de la cellule a bien changé. C'était la volonté de Louis XVIII en 1816 de redorer la mémoire de sa cousine Marie-Antoinette en mettant l'accent sur sa piété et son courage de martyr. Et ça fonctionne. Encore aujourd'hui, dans cette pièce, on respire un sentiment de sympathie, de participation à la douleur qu'a dû vivre cette femme. Et donc, effectivement, ces larmes d'argent sont partagées par les visiteurs. Depuis, sur l'île de la Cité, le palais de justice a achevé de remplacer le palais des rois de France et son caractère carcéral s'est estompé jusqu'à s'interrompre pour de bon en 1934. Reste désormais ce vaste patrimoine et des siècles de souvenirs. À Restil, aux quatre coins du globe, l'Atelier 27 répand la bonne nouvelle design et chic à travers le monde. Rencontre avec Joséphine Fossé, la cofondatrice. Casser les frontières entre le design, l'artisanat et l'art, tout en leur donnant autant d'importance que l'architecture d'un lieu, c'était le pari fou de Joséphine Fossé et Florence Lipsic en créant Atelier 27 en 2014. Pionnières, elles ont inventé le métier de leurs rêves qui donne une place de choix aux œuvres d'art présentes dans un lieu. À la fois curateur d'art, dénicheuse de talent et décoratrice, elle compose main dans la main avec les architectes pour créer des collections d'œuvres uniques pour chaque projet. Aujourd'hui, nous allons suivre le quotidien de Joséphine et vous allez voir que chez Atelier 27, tous les sens sont sollicités. En fait, c'est un métier qui est très intuité personnel, qui est très personnel parce que on fait vraiment partie du projet en fait. Il y a ce côté du coup très instinctif, très personnel. Nos goûts, l'art, c'est quelque chose qui est vraiment subjectif en fait. Et l'art est une expérience. Donc quand on travaille pour un projet, c'est aussi, c'est pas uniquement du tout de s'arrêter uniquement sur l'aspect esthétique, mais vraiment sur l'aspect émotionnel d'une collection, d'une œuvre d'art. Lorsqu'avec Florence, elle démarre un projet, commence alors la partie immergée de l'iceberg. Que ce soit pour des particuliers, pour un hôtel, pour une marque ou dernièrement pour un navire d'expédition, elle s'imprègne du lieu, font de nombreuses recherches pour en comprendre l'histoire et les coutumes. Et donc ça, ce travail-là, c'est un temps qui est incompressible et c'est ça où on puise vraiment l'inspiration pour nos projets, pour ensuite donner la parole aux artistes, aux artisans, aux designers pour qu'ils puissent vraiment réinterpréter cette histoire. Du coup, vraiment, cette étape un peu d'historien, elle est capitale. Et heureusement, elles ne sont pas seules. Avec leur équipe, se met en place un véritable travail collaboratif pour essayer au mieux de respecter les attentes des clients, mais surtout l'identité du lieu. Une fois les recherches identitaires de l'endroit établies, vient la recherche de talents. Joséphine, Florence et des membres de leur équipe parcourent le monde à la recherche de l'artiste ou l'artisan idoine qui saura mettre en avant l'identité de l'espace à travers son travail et l'élaboration de pièces uniques. Nous ne sommes pas partis à l'autre bout de la planète, mais nous avons tout de même suivi Joséphine à travers Paris lors de ses visites d'atelier. Et c'est à Pantin, aux portes de la capitale, que nous avons rencontré l'artiste Stéphanie Langard, qu'Atelier 27 a découvert à ses débuts de céramiste. C'est ça qui est intéressant, c'est ce côté vraiment découvrir. On est toujours en soif de découvrir des nouveaux talents, de découvrir des nouvelles techniques, d'apprendre en fait, d'apprendre et de découvrir. Une collaboration toujours sous le signe de l'échange et de la recherche. Atelier 27 et moi, ça fait 6 ans qu'on se connaît. Et il y a eu plein de tests. On a fait plein d'esquisses pour des projets. Certains se sont développés, d'autres pas. Mais il y avait toujours cet échange. L'histoire du lieu,
qui est la base du cahier des charges et de l'histoire qu'on va raconter, les matières qu'on travaille évidemment. C'est aussi toujours des réalisations qui sont liées à l'espace et c'est comment ça s'intègre. La particularité de Joséphine et Florence, c'est également d'amener certains de leurs artistes et artisans là où ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et pour comprendre, on continue notre route jusqu'à Vanves, à l'atelier de Céline et Alexandre Leu, des ennoblisseurs textiles pour la haute couture. Dior, Chanel, Givenchy ou encore Jean-Paul Gaultier ont fait appel à eux, mais Atelier 27 a souhaité les emmener vers un horizon un peu plus architectural. Spécialistes de la résine et de la feuille d'or, ils se sont prêtés au jeu et collaborent depuis sur de nombreux projets. Ça a été vraiment une transformation parce que c'était aussi pour nous le premier projet. J'ai l'impression que notre naissance était assez identique. Alors des jeunes femmes très passionnées aussi, des amoureuses de l'art, des amoureuses des savoir-faire. Moi j'ai vraiment eu l'impression avec Atelier 27 d'être très libre à la fois, c'est-à-dire qu'il y a une très grande liberté dans l'expression et puis il y a cet échange qui permet justement, en fait je trouve qu'on n'est pas coincé, au contraire c'est vraiment aller toujours de l'avant. Avant-gardiste et au service de l'art, Joséphine et Florence véhiculent l'histoire, le beau et surtout l'émotion. Bonjour Joséphine. Bonjour. Vous et Florence, vous avez inventé un peu le métier de vos rêves entre scénographe, architecte d'intérieur, peut-être pas tout à fait, mais ensemblier, consultante. Vous faites tout ça à la fois. Exactement. Florence et moi, on s'est rencontrés chez Christie's. On était toutes les deux spécialistes en art impressionniste et moderne. Et en fait, en discutant avec l'architecte Sybille de Margerie, on s'est rendu compte que toutes les œuvres d'art, les objets d'art arrivaient souvent à la fin d'un projet. Et c'était un peu l'étape oubliée. Donc on a commencé par proposer nos services donc de curation d'œuvres d'art. Et petit à petit, on s'est mis à proposer aussi des objets, à faire la curation de livres aussi. Et maintenant, ça va plus loin jusqu'à la direction de l'art floral. Mais aussi, on aide aussi nos clients dans la communication générale de leur établissement via toujours le prisme de l'art et de l'artisanat d'art. La frontière entre design et artisan, si jamais elle existe, elle se situe où alors pour vous ? Pour nous, il n'y a pas de frontière en fait. Et je pense que ça a été ça aussi. On a été très pionnière dans déjà la création de ce métier, mais dans la création dans cette nouvelle mentalité en fait. On a créé Atelier 27 du coup il y a presque 7 ans maintenant. Et à l'époque, c'était ça notre constat, c'était vraiment que l'art, l'artisanat d'art, la décoration, c'était des disciplines qui étaient très cloisonnées. Et pour nous, on est autant sensibles par le travail d'un orfèvre, qu'un sculpteur. Qu'un artisan qui travaille la matière et ça a été ça vraiment notre volonté qu'il n'y ait aucune frontière dans ces disciplines-là. Justement, comment vous les repérez les talents émergents ? Alors, il y a déjà il y a 2 personnes dans notre équipe qui sont vraiment dédiées uniquement au sourcing de talents. Donc, et ils viennent de partout ils viennent de partout. Exactement. L'Europe, le monde. Exactement, il n'y a aucune frontière géographique dans nos projets. Et pour la majorité de nos projets, il y a vraiment un zoom, vraiment un accent sur les artisans et artistes locaux. Donc pour chaque projet, il y a notre équipe qui part pendant au moins 3 semaines découvrir les ateliers, les artisans, les artistes, etc. Exactement. Dans l'évolution de votre métier, logiquement, il y aurait monté des collections d'art pour des particuliers ou pour des institutionnels. Vous le faites déjà ? À la création d'Atelier 27, on travaillait énormément pour des clients privés, pour des familles royales aussi. On s'occupait vraiment de toute leur collection d'art, les objets d'art, etc. Après, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de demandes dans le secteur hôtelier. Surtout pour des hôtels vraiment historiques avec une forte histoire. Et je pense que notre savoir-faire, c'est vraiment de comprendre et de comprendre l'histoire d'une marque ou d'un lieu et de la collecter et de l'interpréter en fait, et en donnant la parole aux artistes et aux artisans. Je pense que c'est vraiment ça notre savoir-faire en fait. Le but, c'est de créer de l'émotion, mais aussi quelque part de durer, de créer quelque chose qui est intemporel. Exactement. Et je pense que c'est pour ça le fait que tout ce travail-là, en fait, en amont qu'on fait sur l'histoire du lieu, l'histoire du pays, on fait énormément. Notre premier projet, c'était un hôtel au Kazakhstan, une culture qui était très loin de la nôtre.
Et ça a été passionnant parce qu'on a fait tout ce travail mais de vraiment comprendre pour éviter tout cliché en fait. Donc de comprendre les codes, même les couleurs qui sont importantes, les mythes, les légendes, les mentalités de cette population. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça qui permet, je pense, le fait que nos collections qu'on crée pour ces lieux-là, elles sont intemporelles et elles traversent le temps. Et c'est ça parce qu'elles sont vraiment ancrées dans le lieu. L'histoire du lieu. Exactement. Un mot, si vous pourriez dire quelque chose sur la scène artisanale et artistique française. Elle est vraiment en pleine ébullition et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et de voir aujourd'hui, parce que nous, ça a été aussi notre mission, entre guillemets, de départ, c'est de révéler tous ces talents et ces artisans avec qui on travaille. Et aujourd'hui, on voit une grande tendance, un coup de projecteur qui sont mis sur ces talents-là et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et je suis tellement contente parce que de voir que des artisans qu'on a accompagnés, qu'on a fait travailler, voilà, avec qui on a collaboré depuis la création d'Atelier 27 jusqu'à maintenant et de voir leur évolution, ça fait presque 7 ans, ouais. Et de voir leur évolution, c'est un des plus beaux cadeaux ou une des plus belles réussites pour nous à titre personnel. Merci Joséphine. Merci beaucoup. Paris est une ville de caractère qui se part de 1000 saveurs du monde. Voyage à travers 3 adresses qui raviront les palais des amateurs d'épices. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré et parcouru la capitale en suivant les effluves de ses épices. Pour notre première étape, on vous propose un voyage gustatif autour du monde dans le magasin Israël dans le Marais. Ouvert en 1947, il recèle des trésors d'épices et de condiments, de graines et de poudres aux 1000 senteurs et couleurs. Et Françoise, la propriétaire, les connaît sur le bout des doigts. Alors les épices, alors là vous avez des mélanges de paprika. Alors paprika qui vient d'Hongrie, vous l'avez doux, fort et fumé. Il y a un saté qu'on fait nous-mêmes, origan, carvi, cumin, paprika, ail, le vadouvan, très rare. Et on peut continuer comme ça longtemps. Et oui, car il y a par exemple une 50aine de poivres différents. En près de 80 ans d'existence, cette boutique, fondée par les parents de Françoise, est devenue un incontournable si l'on cherche à pimenter ou parfumer son livre de recettes. Pour elle, le secret pour attirer toujours du monde en ces lieux, c'est de rester à la page. On avait une cardamone en poudre, par exemple, avant, qui était tout à fait... Maintenant, on en a une qui est tellement extraordinaire qu'on a supprimé l'autre. Si vous voulez, on essaye toujours d'avoir du mieux en mieux. Et alors, comme on est là depuis tellement longtemps, on est assez réputé pour ça, je crois. Outre les épices, les étals exhibent toutes sortes de plantes aromatiques et fleurs comestibles, de fruits secs ou confits et de mets et boissons exotiques en tout genre. Mais n'allez surtout pas donner des conseils de rangement à Françoise. Pour elle, le magasin se doit être un peu foufou, c'est ce que j'aime. Je n'aime pas quand c'est trop bien rangé, trop pharmaceutique, trop... J'aime bien qu'il y ait une âme, une vie, des couleurs, des odeurs. Il y a un désordre ordonné. Un joyeux bazar qui enflamme les papilles comme les pupilles. Pour la suite de notre balade épicée, on prend un peu de hauteur, direction le lycée hôtelier Guillaume Tirel, ou plutôt son toit. Il héberge de drôles de plantations depuis l'été 2019, des crocus. En ce moment, leurs bulbes se reposent, mais quand ils fleurissent à l'automne, la vue se pare de belles nuances violettes. Et tout ça pourquoi ? Pour produire du safran Made in Paris. Une initiative portée par 4 sœurs après une expérience insolite. Moi, j'en ai mis sur mon balcon à Paris. On en a planté chez nos parents à la campagne. Et j'ai vu que sur mon balcon, elle était plus heureuse que dans la terre chez mes parents. Le safran est une épice dont le bulbe, dont la plante est très très résiliente. Et donc, il est heureux dans ces conditions-là. Après avoir remporté un appel à projet de la ville de Paris, les 4 sœurs ont commencé à coloniser les hauteurs de la capitale et de sa banlieue. Désormais, 5 terrasses leur permettent de produire cette épice rare et chère, tout en initiant les citadins à sa culture et aux astuces pour la reconnaître parmi les nombreuses contrefaçons. Quand on l'achète en filament, comme il est ici, c'est plus simple parce qu'on reconnaît la forme du pistil. Mais le safran, quand il est en poudre, devrait avoir cette couleur-là. Et puis au nez, alors on ne peut pas le sentir à l'image, mais au nez, il n'y a aucun doute. En infusion, dans les biscuits ou en vente directe, aux particuliers comme aux chefs, le safran parisien n'a pas fini de séduire les palais des fins gourmets.
Si vous avez l'eau à la bouche, préparez-vous à une expérience relevée. Le nom de ce restaurant ouvert en 2008, 2 fois plus de piment, laisse peu de place au doute. Ici, les spécialités chinoises sont à l'honneur, avec 2 épices vedettes, le piment et le fameux poivre du Sichuan. En Chine, il y en a beaucoup de provinces qui utilisent ça, le piment. Et puis, mais il n'y en a pas beaucoup de provinces qui utilisent les deux en même temps. Ça, c'est notre typique épice. En France, maintenant, il y a de plus en plus de chefs qui utilisent cette épice. À cela s'ajoute le soja, la coriandre, le gingembre pour des plats sautés typiques de la province du Sichuan comme le poulet Kung Pao ou le bœuf au poireau. Monsieur Cheng est né au Sichuan et pour démocratiser sa culture culinaire, il propose aux clients du restaurant différents degrés d'assaisonnement. Souvent, les clients qui viennent notre restaurant habituel, ils prennent niveau 1, on a 5 niveaux. Et puis niveau 5, c'est le plus épicé, donc souvent c'est très épicé. Même plus épicé que nous dans notre pays. Alors prudence quand même si vous voulez vous frotter au sommet de l'échelle des épices. Et voilà, vous êtes parés pour goûter Paris dans toutes ses saveurs. Les ateliers Steven Richard perpétuent la tradition de la ferronnerie d'art à travers des techniques innovantes, c'est Focus. Le travail du métal a bien évolué depuis l'âge de fer. Nécessaire à la fabrication d'armes et d'outils dans l'Antiquité, c'est à partir du Moyen-Âge qu'on l'utilise en architecture pour des ornements d'exception. Aussi, au fil des siècles, la ferronnerie s'est dotée d'une dimension artistique et innovante que l'on peut voir à l'œuvre dans l'atelier de Steven Richard. La ferronnerie d'art, c'est un artisanat décoratif. On est là pour faire du beau, on est là pour sublimer des lignes et apporter de l'ornementation dans l'architecture. En témoignent ces créations impressionnantes pour des établissements prestigieux tels que l'hôtel parisien Nolinsky ou encore le studio de Karl Lagerfeld. Pas mal, non? Mais comment réalise-t-on ces merveilles d'architecture? Pour commencer, il faut d'abord donner une forme au métal et pour cela, le maître ferronnier peut choisir de réviser ses classiques et se faire forgeron. Donc là, je suis en train de façonner une volute qui pourrait aussi bien aller sur une grille qu'une rampe d'escalier. Donc ça, c'est vraiment le motif récurrent, la première pièce qu'on apprend à réaliser dans l'ornementation en ferronnerie d'art. Mais la ferronnerie d'art ne se résume pas au marteau et à l'enclume. L'artiste ferronnier peut tout aussi bien opter pour la technique du repoussé, comme sur ce bas-relief en laiton, dans lequel on a fait jaillir au marteau une superbe tête de panthère. Mais attention, le métal est fin et fragile. Pour le rendre plus malléable et éviter qu'il ne se brise, il faut lui passer un bon coup de chalumeau. C'est ce qu'on appelle faire une chauffe de recuit. À force de travail et de coups de marteau, le laiton se durcit, il se corroie. La chauffe de recuit va détendre les molécules, va redonner toute la souplesse à la feuille de laiton. Après ce petit coup de chauffe, la panthère est en effet plus flexible mais n'a pas vraiment bonne mine. Et oui, à force de chauffe de recuit, le laiton a tendance à s'oxyder. Pour lui faire retrouver sa belle couleur naturelle, rien de mieux qu'un remède décapant à l'acide qu'on badigeonne au pinceau avec précaution mais sans trop s'attarder. Une fois que la panthère est toute dorée, il faut vite la rincer avant que le métal ne rougisse. Quel timing! En ferronnerie d'art, le métal peut aussi être gravé et pour cela, rien n'empêche de se moderniser un peu. Au placard, les burins et les marteaux, la fraiseuse numérique fait un travail impeccable. On essaye vraiment d'explorer des univers différents. Le fait d'intégrer une machine de ce type dans mon atelier, ça permet d'innover, ça permet de dépoussiérer le travail de ferronnerie d'art. Mais aussi, ça nous a permis de faire des profils sur mesure, notamment pour la cave à champagne qu'on a réalisée pour l'hôtel Crillon. On continue dans la famille des machines modernes avec un cousin de la fraiseuse, le laminoir mécanique. Une invention de Steven lui-même pour donner du relief au motif et être au top de l'innovation. On est très très loin de l'image d'Épinal, du forgeron dans sa forge sombre, poussiéreuse.
même si ça reste quand même notre cœur de métier et on ne veut surtout pas l'abandonner. Bon, le métal brut c'est très joli, mais c'est encore mieux lorsque l'ouvrage est revêtu d'une belle patine. Bronze, jade, brun, la palette est large. On ne sait pas vous, mais nous on craque pour cet étonnant motif galucha. On appelle cette texture la texture galucha parce qu'elle imite la peau du poisson, la raie, qui est beaucoup utilisée dans l'ameublement. Et nous on a repris ce motif avec une texture sur du cuivre. En parlant de cuivre, pour réaliser une bonne patine, il vaut mieux avoir été attentif en cours de chimie. Tamponné à chaud sur la tôle de laiton, ce mélange de sulfure de soufre permet d'obtenir un coloris bronze intense. Trop sombre à votre goût? Pas de problème, ce liquide bleu au nitrate de cuivre donnera au laiton une incroyable coloration verte. Et voilà, une belle porte d'ascenseur gravée et patinée qui aura toute sa place dans les plus beaux palaces. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!